on mobilise des ressources pour un but déterminé avec des acteurs à identifier ou bien qui sont déjà identifiés. Donc, c'est d'abord des ressources qui représentent les différentes sortes de choses dont l'organisation a besoin. Ça peut être des ressources humaines, mais de plus en plus, on parle surtout des ressources financières qui permettent plus tard d'avoir recours via même des cabinets de recrutement aux ressources humaines les plus compétentes, une fois qu'on a les ressources financières. Mais comprenez que la question des ressources va généralement au-delà des questions de ressources financières. Donc, d'un côté, il y a les ressources. Ensuite, il y a les mécanismes qui représentent les différentes manières d'obtenir directement des ressources. Et si vous vous rappelez, quand on a essayé de prendre des exemples concrets par rapport à certains projets, par rapport aux individus de cette formation, il y a les mécanismes dont on a parlé, notamment les financements, les apports personnels et également d'autres canaux. Et finalement, les fournisseurs de ressources qui représentent les personnes ou organisations qui fournissent ces ressources. Donc, l'une des choses à retenir ici, c'est quand même une combinaison de trois choses à chaque fois qu'il faut retenir: les ressources, les mécanismes et les organisations et personnes qui fournissent cela. À chaque fois que on a et les fournisseurs de ressources, quelle que soit l'idée qu'on a, quel que soit le projet qu'on a, ça nécessite d'abord des ressources. Et ces ressources, il faut les mobiliser à travers des mécanismes. Quand on va prendre le cas de certains pays extrêmement développés, il y a des mécanismes qui existent là-bas que nous, on n'a pas. Et à titre d'exemple, je vais donner un mécanisme qui est très rare au Mali. Je peux dire qu'au Mali, il n'y a que quelques entreprises qui utilisent ce mécanisme, mais ailleurs, c'est un mécanisme très utilisé à un certain niveau, qu'on appelle le marché financier. Et certains appellent ça la bourse des valeurs, ou simplement la bourse. Ça, c'est un mécanisme très utilisé dans les pays développés qui permettent de mobiliser d'importantes ressources. Et les plus grosses entreprises à ce niveau utilisent ce mécanisme. Mais chez nous, ce n'est pas un mécanisme très courant. C'est uniquement le mécanisme bancaire qui est utilisé. On va en venir tout de suite. Dans la page suivante, okay. Donc, il y a, après cette définition, nous allons voir une seconde définition qui est très simple aussi. La mobilisation des ressources est le processus par lequel on obtient des ressources auprès des fournisseurs en utilisant différents mécanismes afin de mettre en œuvre le travail des organisations. Et vous verrez toujours ces trois éléments: ressources, mécanismes, fournisseurs. Mais vous aurez toujours aussi un autre élément: le travail d'organisation ou bien le projet planifié. Dans les deux cas, vous verrez un élément sur lequel s'appuie la ressource. La justification de la ressource, c'est généralement un projet ou une idée ou simplement
le travail de l'organisation, comme c'est mentionné ici. Quand on revient à la... Excusez-moi, Professeur, vous pouvez mettre en mode diaporama. Je suis en train de le faire tout de suite là. Ok. Excusez-moi. J'avais... Je ne sais pas ce qui se passe. J'avais mis en mode diapo. C'est bon maintenant. Donc ça, c'est une deuxième définition. Maintenant, la question qui a été posée concernant le contenu des mécanismes, le contenu des ressources et le contenu sont un peu développés ici pour répondre déjà à la question. Déjà, pour les mécanismes, au niveau, par exemple, des ONG et également des projets, il y a ce qu'on appelle des appels à proposition. Des projets. Est-ce que ceux qui sont en présentiel ou ceux qui sont en ligne, quelqu'un a eu à travailler sur ce qu'on appelle les appels à proposition? Au Mali, il y a des structures qui le font, l'Union européenne, dans le domaine culturel. Exactement. Donc, en réalité, dans le monde des médias, ils font des propositions. On va dire, par exemple, s'il y a un programme sur la communication, on peut demander aux gens de venir. Maintenant, à partir de ça, on va faire un plan. Donc, si les plans répondent avec les personnellement, on va dire c'est admissible. Voilà. C'est ça. Ton projet est retenu. Est-ce que tu peux revenir sur votre explication pour ceux qui ne connaissent pas un peu cette démarche-là, parce que c'est exactement ça. Le mot anglais proposal, c'est bien le mot que tu as utilisé. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est la même chose, la proposition. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, votre collègue va un peu expliquer cette démarche qui constitue en fait un mécanisme qui permet aux ONG de postuler pour des ressources qui sont disponibles au niveau de certains partenaires. C'est ça. Plus précisément, très généralement, c'est une exactement. UNICEF souvent n'est pas. ECHO, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, c'est l'UE. Il y a un fonds aussi qu'on appelle le FAMOC. Ça, c'est le domaine culturel. C'est ça. Il y a également des ressources qui sont disponibles via l'Union européenne pour les acteurs culturels. Donc, c'est un peu en parlant des mécanismes. Ici, directement, on voit qu'il y a un mécanisme qui consiste à avoir des financements via des proposals. C'est comme le proposal de projet que tu soumets au bailleur qui doit répondre à leurs attentes. Oui, exactement. Parce qu'ils vont faire une étude sur le dossier. Exactement. Et à partir de ça, si on voit que votre dossier répond à leurs exigences, on va dire que celui-là peut-être est capable vraiment. Il y a même les pièces qui sont exigées. Bien sûr. C'est ça. Donc, il y a des pièces qui sont exigées pour chaque dossier pour s'assurer de la capacité de la structure, les acteurs qui vont mettre en œuvre le projet et peut-être même les ressources dont dispose déjà la structure ou bien l'adhésion des populations qui vont bénéficier de l'intervention. Oui. Parce que les carnivores diffèrent un peu d'une population à une autre. Oui. Mais par exemple, l'exemple que toi tu as, voilà, les besoins des bénéficiaires. C'est ça, c'est ce dont je parlais. Donc l'adhésion des bénéficiaires. Oui. Donc tout cela doit
être documenté. Donc, documenté pour maintenant bénéficier de ces financements. Et c'est là où on appelle soumettre des demandes de financement, des subventions, organiser des événements spéciaux, diriger une petite entreprise, solliciter des dons, contributions volontaires. Mais il y a d'autres financements dont on n'a pas parlé ici. Bien sûr, l'USAID. Mais il y a également l'État malien qui finance souvent la santé. Des choses, par exemple, la construction d'un CESCOM. L'État est là pour appuyer cela. Une collectivité peut, s'il y a des ressources qui sont au niveau des partenaires, avoir une partie de ces financements et l'autre partie est donnée par l'État. Et on peut mettre à 3 financements, une partie aussi, l'apport des populations peut être donné par la population et la diaspora. C'est ça. Donc, vous voyez un peu les mécanismes, le contenu des mécanismes pour comprendre ça. C'est ça le contenu des mécanismes. Et chaque environnement a ses réalités et les mécanismes peuvent être plus ou moins pertinents pour tel projet ou bien tel milieu. On va adapter chaque fois les mécanismes aux réalités du terrain. Si on veut construire une mosquée, un dispensaire, une salle de spectacle, les mécanismes, une salle de spectacle, tu n'auras pas beaucoup la diaspora pour le faire. Un dispensaire, tu les auras. Mais pour le spectacle, pour le spectacle, il y a un projet allemand Joko Nimaya, qui est là uniquement pour financer la culture. Donc, les mécanismes, il faut les explorer pour savoir qu'est-ce qui convient le plus au travail de relation ou bien à mon besoin. Maintenant, pour les fournisseurs de ressources, ça c'est vraiment, on a déjà fait la liste des fournisseurs de ressources potentielles. Il y a toujours l'État, les partenaires, les ONG et la diaspora exactement, les porteurs eux-mêmes, les populations. Donc ça, c'est les fournisseurs. Et les ressources ici, c'est vraiment l'argent. Il y a certains fournisseurs de ressources, notamment les prêts techniques, qui ne donnent pas l'argent, mais qui donnent un appui technique. Ils vous mettent un assistant, par exemple, pour les jeunes qui font, je vous donne un exemple, les jeunes entrepreneurs. Ils font de la formation pour leur permettre de mieux porter leur projet. Il y a des partenaires qui ne donnent pas directement d'argent, mais ils financent des consultants qui sont à vos côtés pour vous coacher. C'est ça. Donc, ça, c'est exactement. Donc, il y a également certains qui fournissent des biens pour le contenu des ressources, pour le général financier, et également pour un jeune entrepreneur qui est dans le domaine des flics. Tu peux aller faire une demande d'appui au cours de courant humanitaire. Tu peux prendre en charge une partie de tes besoins en communication. Par exemple, si tu dois intervenir dans une localité où il n'y a pas beaucoup de possibilités de connexion, tu peux peut-être de t'approcher. J'ai ce montant, je voudrais que vous m'accompagniez, je dois réaliser ça, moi je prends ça en charge et vous prendrez ça en charge, mais vous allez continuer à couvrir toute la zone. Donc grâce à moi, ma contribution, vous pourrez étendre vos services au niveau de la population qui constitue votre raison d'être. Donc, une partie sera fournie pour t'appuyer, mais quelque part, la société va profiter de cela après. Donc ça, c'est des moyens, des ressources, pour que les ressources ne soient pas uniquement de l'argent. Et il y a des aspects où
on peut accompagner un projet, une organisation, via d'autres éléments comme les équipements qui sont mentionnés ici comme contenu, et on peut en trouver d'autres. L'appui conseil, les ressources humaines et les biens matériels. Oui. Quand tu parles en fixe, donc tu vas bénéficier de l'appui. Parce qu'on a vu les pharmaceutiques qui sont une pharmacie. Oui. Oui. Exactement. Donc, quand nous on terminait l'ENA vers les années 99, il y avait un projet, pas un projet, comment dirais-je, un guichet qu'on appelle Crédit Initiative. Crédit Initiative, c'était un guichet pour accompagner les jeunes qui avaient des projets depuis ce temps-là. Donc, c'était des financements qui accordaient aux jeunes qui avaient des projets. Et moi, je me rappelle, depuis cette époque, moi, j'avais décidé de faire un projet pour les taxis qui vont au point G en 2000. J'avais commencé à faire l'étude de faisabilité du projet pour voir le nombre de taxis, le nombre de gens qui utilisaient ça. À l'époque, la place était au Sunukura. C'est ça. Les requins. Les requins. Oui. C'est les requins, non? Les requins, exactement. Les requins. Mais 15 ans après, il y a un projet qui existe maintenant par rapport à ça. Il y a une entreprise qui a modernisé cela parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de bons véhicules. C'était vraiment des requins comme notre collègue vient de dire. Exactement, c'est ça, c'est bon, mais la carcasse était nulle. Donc, c'est pour dire que pour les mécanismes, et chaque État, et là, c'est un point clé, chaque État doit réfléchir et développer des mécanismes adaptés à son pays. Et c'est pourquoi, au Mali, il y a des mécanismes comme la pêche, qui est un mécanisme de manque de ressources. La pêche. La pêche. Oh, la pêche. La pêche. Ah oui, c'est un mécanisme. Les fonds d'appui aux femmes, là, le FAFEA, il y a un fonds d'appui aux femmes qui existe. C'est un mécanisme qui permet, en fait, d'accompagner ceux qui ont des projets. Donc, c'est les ressources qui sont mises par l'État, ça c'est le plan de cadre de l'État, pour les jeunes entrepreneurs, pour les femmes. Mais il y a également un autre mécanisme qui est développé de plus en plus par l'État, pour la diaspora, pour les jeunes qui sont à l'extérieur. Il faut des mécanismes qui soient mis en place pour les faciliter les investissements au niveau du pays. Donc, c'est un peu tout ça mis en place, mis bout à bout, qui constitue des ressources au travers des mécanismes, au travers des fournisseurs de ressources. Plus il y a des fournisseurs de ressources au niveau d'un pays ou d'une collectivité, les initiatives deviennent faciles à faire. Plus il y a de mécanismes et de fournisseurs de ressources. Mécanismes et fournisseurs vont de pair parce que chaque mécanisme est adossé à un fournisseur. Mais un fournisseur peut développer plusieurs mécanismes. Je prends l'exemple. Une banque, il fait des prêts. Mais il y a ce qu'on appelle aussi le crédit bail. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le crédit bail? On appelle en anglais leasing. Ceux qui sont en ligne et ceux qui semblent, est-ce que quelqu'un peut
expliquer c'est quoi le crédit bail. Oui. Le crédit bail, c'est quand vous avez un projet. Si tu peux parler un peu plus fort, peut-être pour ceux qui sont. Le crédit bail, surtout ce qui est plus fréquent au Mali, c'est dans le domaine de la construction. Donc, les gens qui ont des terrains, surtout au centre, c'est beaucoup plus sollicité autour du marché à Kozola, où les maisons sont vétustes. Donc, ils donnent en bail, ça peut être intéressant pour une banque qui vient prendre le terrain, construire l'immeuble souhaité et les frais de location seront déduits, les frais d'investissement et à la longue, l'investissement va revenir. Bien, c'est pas mal du tout. Mais tu as mis l'accent beaucoup plus sur ce qu'on appelle le bail au niveau des parcelles qui environnent le marché. C'est vraiment à peu près ça. Mais le crédit bail, c'est exactement quoi? Pour que vous compreniez en termes de mécanisme. Je prends un exemple. Pour dire que la performance d'une économie dépend beaucoup de ces mécanismes-là. Actuellement, les quartiers de Boumaoura sont en train d'être complètement transformés en marché avec de très bons immeubles qui sont construits. C'est parce qu'il y a un mécanisme qui existe que les gens ont utilisé. Parce que pour utiliser l'argent au niveau de la banque, il fallait des garanties qu'ils ne pouvaient pas avoir. Mais de plus en plus, il y a des particuliers qui viennent vers eux, qui disent, vous mettez le terrain à ma disposition, je fais un bâtiment R+1, vous continuerez peut-être à loger en haut. Tous les magasins sont en mon nom. Et initialement, je vous remets 25 millions. 25 millions. Et ensuite, je vais construire à mes frais. Les frais vont vous coûter 20 millions. Ce qui va être 45 millions. Les postes de en haut, il y aura 20 boutiques en bas. Qui généreront par exemple chaque mois des revenus de l'ordre de 2,5 millions. Ça c'est un peu trop. 1,5 million par mois. En une année, ça fait déjà à peu près, donc disons 2 millions. En une année, ça fait 24 millions si je ne me trompe pas. On est ensemble? Oui. Sur les 24 millions, dans la location, chaque mois, il va remettre 30%, toujours au bénéficiaire. 30%. Donc, supposons que sur les 24 millions, il y a 15 millions qui reviennent au bailleur et 5 plus 4, 9 millions au propriétaire sur une durée d'un an de 25 ans. Pendant 25 ans ou bien pendant 15 ans. Vous êtes resté dans votre maison. Vous gagnez quelque part, hein? Vous êtes encore un peu mieux logé qu'avant. Chaque mois, il vous remet 350 000. C'est toujours logé. Et dans 15 ans, votre maison en entier vous revient. C'est pas bon. C'est ce que lui, il a essayé d'expliquer, que j'ai essayé de détailler. Maintenant, ce crédit bail, les banques le font pour les équipements, les voitures, tout, actuellement, qu'on appelle le crédit bail leasing. C'est quoi? La banque, tu as besoin d'un tracteur. Tu fais juste un contrat avec la banque. Il y a des cas où tu as un petit apport à faire, mais il y a des cas où tu n'as aucun apport à faire. La banque achète. L'appareil, la machine reste au nom de la banque.
la banque te donne. Soit tu ne fais que payer des loyers mensuels à la banque. Tu payes par exemple chaque mois 25 000 francs à la banque. Tu as ta machine que tu exploites. Et si ton plan d'affaires est bon, normalement, ça va te permettre de gagner chaque mois 75 000. Donc, tu paies un montant à la banque. La machine est toujours au nom de la banque, mais à Bédébolo. Et au bout de cette année, la machine te revient entièrement. Et même l'entretien, c'est la banque qui le fait. Et c'est pourquoi il y a des banques qui ont créé des services de crédit bail. Donc, la banque fait un contrat avec un service d'entretien de l'équipement qui le fait. Donc, toi, ta machine est toujours au top. Tu n'as qu'à travailler et rembourser la banque. Ça, c'est un mécanisme qui permet, en fait, par exemple, d'acheter un bout électrogène et de le mettre dans ta clinique ou dans ta boulangerie. Dans le pays, il y a la coupe. Donc, c'est un mécanisme. Le mécanisme là est donné par quel fournisseur? Par la banque. Et pour le cas du crédit bail, quelle est en fait la ressource? C'est un équipement. Je ne sais pas si tu me suis. La ressource, c'est un équipement, par exemple, un groupe électrogène, donné par un fournisseur qui est. Merci. Et par quel mécanisme? Le crédit bail. Et on a tourné entre les trois éléments clés de la ressources comme ça, via l'exemple du crédit bail. La banque, via sa filière de crédit bail. Parce que toutes les banques ont une filière de crédit bail maintenant. Mais il y a actuellement des structures uniquement spécialisées dans le crédit bail au Mali. À l'ACI, il y en a 2 ou 3 comme ça. Merci. Donc, tu comprends que c'est un mécanisme. Et le fournisseur dit que maintenant, un individu. Ça vous permet maintenant de comprendre que pendant tout projet, il y a cette réflexion à faire entre fournisseur de ressources, mécanisme et la ressource. Et actuellement, les motos taxi, c'est la même chose. Il y a beaucoup de boîtes qui ont acheté des centaines de motos qui ont mis à la disposition des jeunes et ils sont en train de rembourser. Donc, il faut innover en termes de mécanismes pour permettre chaque fois de lever des obstacles pour que les projets soient réalisés. Parce que s'il n'y a pas trop de mécanismes, vous verrez qu'il y a beaucoup de bons projets qui ne pourront pas être réalisés. Donc, la réflexion de la bourse de ressources, c'est en fait permettre à chaque fois d'identifier des mécanismes adaptés au travers des fournisseurs existants, localement ou à l'extérieur, pour mettre à disposition les ressources qu'il faut aux acteurs économiques. Voici conceptualiser en réalité la MR qui permet de faire fonctionner l'économie correctement, parce que c'est toujours des besoins que les acteurs ont. Toi, tu as des besoins. Tu peux avoir besoin de renouveler l'équipement de ta maison. Des besoins sont moins de déplacement, acquisition d'une parcelle. Mais s'il y a dans un environnement où il n'y a que 2 mécanismes pour faire ça, et un environnement où il y a 20 mécanismes, quel est le meilleur environnement? Et c'est ce qui fait la différence entre le dynamisme des différents environnements. Quand on parle des startups, oui, qui développent ça d'une manière. Mais les Chinois, les Asiatiques, quand ils vont en Europe, ils ont des mécanismes de plus. C'est pourquoi il y a aux États-Unis et en France, il y a 4 que les Chinois ont colonisé. C'est au travers des mécanismes adaptés qu'ils ont mis en place. Mais est-ce que tu penses que c'est pour rien que
Sénégalais sont enracinés au Mali ici. C'est parce que les mécanismes sont mis en place. Et ce que les Maliens avaient à l'extérieur, au Congo, au truc là, c'est des mécanismes qui permettent en fait de créer du dynamisme dans l'environnement. Tant que vous n'avez pas su créer les meilleurs mécanismes pour mobiliser les ressources et qu'il y ait des fournisseurs adaptés, il n'y a pas de dynamisme. Les maracas autour là, quand un jeune atteint un âge, automatiquement, on se rassemble pour l'épauler financièrement, mais pas uniquement financièrement, mais également le conseil en termes de niche. Vers où tu vas investir. Ceux qui sont faits dans les pièces détachées, pendant le Macao, ceux qui sont dans les tissus, et même ceux qui connaissent le marché, les banques, ils les accompagnent. Donc, comprenez que les éléments clés de la MR conditionnent souvent le dynamisme de l'activité économique. Et même au-delà, même la situation des besoins au niveau des communautés économiques, même communautaires. Si toutefois, dans les villages où il n'y a pas de pont, dans les villages où chaque année il y a la famille, si on s'assoit et on se dit, il y a chaque fois la famille, quels sont les moyens qu'on peut déployer pour éviter cela? On peut raisonner en termes d'NR. C'est un besoin qui est là. Les sources de ressources sont là. Les mécanismes sont là. Parce qu'à un moment donné, le prix des céréales sont bas. Mais les paysans n'ont pas les moyens d'acheter. Mais ils ont d'autres ressources qui peuvent constituer et substituer. Souvent, ils peuvent vendre leur force de travail à des personnes, mais en réfléchissant au trouver des mécanismes, parce qu'il y a des zones chaque année à la famille. Mais dans une zone où on parvient déjà à combattre la famille, mais c'est déjà un combat important de l'Italie. Parce que quand on a vu les ODD, c'est toujours la faim, la pauvreté, l'hydraulique, la santé. C'est ça. Donc il faut à chaque fois développer des mécanismes, trouver des fournisseurs de ressources qui pourront en fait apporter des solutions à cela. Quelque part, la MR se fonde sur comment apporter des solutions aux préoccupations des acteurs économiques et des communautés à travers en fait des mécanismes appropriés. Nous prenons des ressources auprès des fournisseurs de ressources les plus adaptés. On va continuer. Est-ce que ces points sont un peu compris? Professeur, j'ai une question. Allez-y. Par exemple, lorsque ces mesures d'accompagnement ne marchent pas une fois, est-ce que les fournisseurs vont continuer à t'accompagner? Pas du tout. C'est pourquoi la confiance est extrêmement importante et ce qui est convenu dans le contrat doit être respecté à la lettre. Et s'il y a des difficultés dans la mise en œuvre, parce qu'ils peuvent en avoir, dans tout projet, il peut y avoir des difficultés. Ce qu'on a planifié peut être contrarié par les règles du terrain. Il faut informer le fournisseur et en discuter. Je prends un exemple. Tu as décidé d'emprunter pour acheter des camions. Et la crise est venue, les frontières ont été fermées. Tes camions n'ont pas pu faire de voyage. Il faut écrire à ta banque, en discuter pour que vous trouviez des solutions ensemble. De la même manière, dans n'importe quel projet, c'est indispensable de respecter les clauses du contrat. Et s'il y a des difficultés, de s'asseoir et de convenir des avenants ou amendements qu'on peut apporter. Le droit prévoit tous ces éléments. Quand il y a des problèmes dans un contrat,
Ah, on n'entend plus, hein? Ouais, c'est parti. Oh. Dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti? Ouais. Voir, sans rentrer dans les détails, les grandes étapes de la mobilisation des ressources. Les grandes étapes. Comme je le disais tantôt, la mobilisation des ressources, c'est autour des, bien sûr, le préalable, on mobilise des ressources pour un but déterminé. Toujours. Il y a un but ou un objectif qu'on vise. Quand on mobilise des ressources, il y a toujours un but ou un objectif derrière. Toujours. On ne mobilise jamais des ressources. Il y a toujours un but ou un objectif derrière la mobilisation des ressources. Toujours. Le son est parti? Ah, c'est parti. Hein. Ah, c'est... Ouais. Il ne même pas se concentrer. Tu peux répéter ça?
tu ne mets pas en œuvre le contrat convenu. Le contrat t'envoie l'argent pour construire ça. Au lieu de construire, tu as dû manger. La commune 3 a connu un cas comme ça. La ville de Alain Juppé, comment ça s'appelle? Alain Juppé. Les maires de Alain Juppé. Putain. Oh là là. Du coup, la ville d'Alain Juppé, la ville a octroyé des moyens à la commune 3 pour construire un centre informatique pour les jeunes de la commune 3. Ils ont mangé l'argent. Ils ont essayé de trouver un petit coin. Quand tu dépasses l'AMPR, en allant vers la GMS, là, tu connais l'AMPR. Quand tu dépasses ça, il y a un petit coin là. Entre la station et l'AMPR, il y a un petit coin là-bas. Ils ont essayé de construire une salle là-bas. Ils ont mangé tout l'argent. Est-ce que c'est pas vraiment comme il a analysé ça? Non, ils vont venir faire une business. Merci. Donc, alors que tu as vu dans ton programme que tu as besoin de ça et que la population demande ça. On vous remet de l'argent pour faire ça. À d'autres fins. Mais est-ce que cela permet, en fait, à ce fournisseur de continuer à aider? Donc, comme tu l'as dit, l'entretien du partenariat est vraiment important. Donc, on va voir ensemble les étapes de la MR sans trop la développer pour le moment. Je disais que la MR tourne toujours, parce que quand tu disais la question, les dons, est-ce que forcément il y a un objectif? Bien, c'est comme ça. Ce n'est jamais comme ça. Tu comprends bien ce que c'est généralement. C'est toujours en fonction des besoins et également de, quelque part, de ce dispose également le fournisseur. Quand tu ne disposes pas des besoins correspondants, ça ne servira à rien. Donc, pour les étapes, il y a 5 grandes étapes de la MR. Premièrement, développer un plan stratégique pour votre organisation. Ça, c'est en réalité ce que je voudrais faire. C'est dans ça qu'on rentre dans le cas qu'on a évalué les besoins des centres sanitaires et on voudrait ériger un SETCOM équipé de niveau 1, 2 ou 3 dans chaque centre avec le minimum ça, ça et ça. C'est ça, développer un plan stratégique pour la formation. Pour, par exemple, le cadre de la santé, on voudrait, par exemple, réduire le taux de contact des enfants dans les centres de temps à temps. Maintenant, les acteurs qui interviennent dans le monde, donc, en lien, les relais en question dont on a parlé, peuvent être intéressés par ça et venir vous demander de faire des propositions concrètes. Et vous pouvez vous discuter de ça et en fonction de la zone d'intérêt, ils peuvent en ce moment mettre en place des financements. Donc, il faut forcément avoir un plan stratégique pour la population qui permettra aux acteurs extérieurs une stratégie. C'est pourquoi je dis, la MR est toujours adossée à un but, à un objectif. Et ça c'est le premier qui est là. Maintenant, la deuxième étape, il faut réviser la situation initiale des ressources et identifier les lacunes. La situation actuelle, je dis initiale, actuelle des ressources. Quand tu veux entreprendre quelque chose, qu'est-ce que j'en dis? C'est dont j'ai besoin. Qu'est-ce qui existe pour le moment? Quand je prends le cas de la santé, à l'heure actuelle, par rapport aux sanitaires, voici la population est passée de 150 000 personnes à 750 000 personnes. Alors qu'il y a toujours un seul SETCOM. Et il y a de nouvelles maladies qui sont venues, qui ont fait apparition. Il y a la COVID qui est venue. Exactement.
et le plateau qui ne répond pas à ses besoins. Donc, c'est les ressources humaines. Donc, l'utilisation actuelle des ressources et identifier les lacunes. Donc, les lacunes pour dire qu'il y a une fonction de formation en ressources humaines, les équipements et même les travaux, des raisons et des ressources. Donc, tout ça, tu fais le mieux. Maintenant, toi, quand tu fais ce tas de lieux, tu identifies et tu examines les différents mécanismes qui vont permettre de faire face à ça. Et ça, c'est une réflexion qui prend du temps. Quand tu as le jumelage, on ne l'a pas vu. On peut se dire, mais en réalité, il y a des gens qui ont fait des jumelages qui ont fait ça. Même si on en a maintenant, essayons d'envoyer des lettres pour un jumelage. C'est un mécanisme qu'on vient d'identifier comme ça. Ça peut prendre 2 ans. Cette année, on n'aura pas de financement pour le jumelage. Mais l'année 1+1, fait que dans le projet, on va recruter un chargé de jumelage qui va travailler sur ce dossier-là. Donc, il va envoyer 10 demandes de jumelage. Et il va suivre ça. Et avec notre plan stratégique qui sera adossé à ça, qui va envoyer à ceci. Et dans 2 ans, on aura 3. Donc, n'est-ce pas que tu es en train de comprendre les mécanismes maintenant? Je prends un autre exemple. On va impliquer la diaspora. Les ONG, on va les impliquer. Le ministère, on va les impliquer. Notre collectivité, la mairie, on va les impliquer. Quand, parmi les mécanismes aussi, je prends un exemple. Si par exemple, je prends un centre de santé, on peut mettre en place, par exemple, une petite entreprise ou activité qui va générer des revenus, qui va accompagner toujours le financement. Ça, c'est des choses, ce n'est pas exécutif. Tu peux réfléchir et trouver des financements à tout moment, de nouveaux mécanismes. Je prends un exemple. On peut, n'est-ce pas qu'il y a un centre de santé qui est là? On peut initier des campagnes de soins payants pour des soins qui ne sont pas dans la localité. Quand ça vient, les gens, par exemple, concernant les yeux, pendant un certain moment, vous allez enlever ça. Les ressources qui seront collectées vont être utilisées pour en fait répondre aux nouveaux besoins qu'il y a là. Donc, à partir des ressources qui sont là, vous allez développer de nouvelles activités sanitaires qui doivent consulter en fait à combler les lacunes qui ont été identifiées ici. C'est juste une idée comme ça, mais quand même, comme je disais, c'est une de réflexion où vous allez vous mettre ensemble, vous allez faire des ateliers de brainstorming pour trouver ensemble des mécanismes. Quelqu'un peut trouver un mécanisme qui n'est pas parfait, mais en faisant cela, on peut pas faire avec ça. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on parvient à mettre en place. Voici les 3, 4, 5 mécanismes les plus pertinents, autour desquels on va bâtir notre plan de ressources. 4 mécanismes sont identifiés. Donc, ensuite, en 3, il faut identifier, ça c'est 3. En 4, identifier et se renseigner sur les différents fournisseurs de ressources. Cela va de soi. Comme je dis, chaque mécanisme est adossé à un fournisseur. Donc, c'est même automatique. Dès que tu identifies le mécanisme, de facto, tu as une idée du mécanisme. Quand je prends par exemple le jumelage, quel est le fournisseur? Le mécanisme du jumelage. C'est les pays, mais pas les pays, des collectivités culturelles de ces pays-là. C'est ça la fondation. Sur le reste de ces pays, la France, c'est une collectivité, c'est la collectivité culturelle de ces pays. Ah. Donc, de la manière, la diaspora, je prends un exemple comme ça. Mais les gens vont aller faire des collectes dans les mosquées, non? Pour dire que Amas Manake.
C'est un mécanisme dans les mosquées. On va faire comme le pradio. On a des en fait. Oui, non, ça marche. C'est un mécanisme. C'est ça. C'est un mécanisme. Donc, et en ce moment, on prépare, avec tous les éléments qu'on a maintenant, on prépare et créer un plan de ressources. Le plan va tourner autour du jumelage, autour des dons. Tous les enfants de la communauté qui sont des cas d'abnormaux, on va donner les lettres. C'est des collectes de dons. Donc, deuxième mécanisme, on va écrire à l'université pour avoir un financement de l'université. Les ONG, tu peux développer jusqu'à 5 mécanismes et tu fais des tableaux automatiquement de ces mécanismes avec les montants adossés. Et ça trouve que tu as fait des démarches en amont pour t'assurer que le contact est bien établi entre toi et ces mécanismes. Ce n'est pas sur le néant. Ça trouve que tu avais déjà. Alors, je suis mieux pour là. Donc, automatiquement, pour le cas. Merci. Je prends un exemple. Quand vous allez discuter sur les jumelage, dans les tableaux, quand on met le jumelage ici, on dit, on va s'attendre à un montant, par exemple, de 5 millions. Le besoin global fait 25 millions. 25 millions, c'est les besoins. Donc, estimation des ressources qu'on va chercher. Ça va aller normalement à 75 millions. Ça, c'est l'estimation qu'on va faire. Tout n'est pas acquis d'abord. Mais le besoin, c'est 25 millions. Donc, dans le jumelage, on dit et cela va venir en deuxième année, pas en première année. Donc, ça c'est un N plus 1 en N. En N, on va avoir 2,5 millions ici, 2,5 millions. Donc, c'est 5 millions pour le village. Mais, pour l'université, déjà, en N, ça se trouve que on est au courant que les villages sont faits, on peut répondre à ça. On va chercher 10 millions là-bas. Donc, on met dans un. Donc, ça fait 10 millions de top planifiés. En plus, la diaspora, on va essayer de travailler pour collecter là-bas. Diaspora et les ressortissants. Diaspora et les ressortissants sont au pays. On va tabler sur 15 millions pour la diaspora et les ressortissants qui sont dans les cadres. Comme autre mécanisme, on peut penser à quoi? On a fait le jumelage, l'ANCD, diaspora et ressortissants. Merci. Donc, pour les ONG qui peuvent donner beaucoup, on prend 40 millions. Déjà, on est à 40 plus 15, ça fait 55, plus 10, 65, plus 5, 70. Donc, notre objectif, c'est 75 millions, juste 5 pour le moment. Donc, quel autre fournisseur les prêts pour faire ça, c'est risqué. C'est un bon fournisseur, mais ce n'est pas le plan de s'endetter. Souvent, les prêts qui sont autorisés à s'endetter. Mais pour s'endetter, il faut écrire au ministère. On va écrire l'État. Donc, l'État. Parce que l'État doit contribuer pour cette action. Donc, maintenant,
on prend simplement notre propre collectivité. Je vais donner, par exemple, le fait. Notre propre collectivité pour 5 millions. Donc, voici les 75 millions qui sont à mobiliser, qui est dans notre plan de mobilisation. Comme on a un plan, mais le besoin réellement, c'est 25 millions pour finir que vous devez avoir sinon c'est trop réalité. Parce que c'est pas garanti d'abord que le jumelage soit bouclé en 1 plus 2 pour un sort. Mais dans la réalité, quand vous avez des degrés à 10, après 5 millions de traitements, donc il faut aller au moins prendre la moitié. Ça, c'est les bons scénarios. Et ça arrive. Et tout dépend du dynamisme et du savoir-faire. Par exemple, on peut écrire à des ambassades, souvent, pour appuyer. Donc, c'est un peu ça, et nous allons développer plus tard cette étape. Et faire un exemple sur Excel, le plan, et discuter de comment on met ça en œuvre avec des exemples. Et dans la pratique, prendre quelques secteurs, santé, éducation, et identifier chaque fois les fournisseurs, les ressources, et à chaque fois faire un tableau très simple qui permet déjà de comprendre les enjeux, mécanismes, ressources, fournisseurs de ressources. Et tant que cela tourne très bien, c'est ce qui crée le dynamisme. Et les fonds. On s'arrêtera pour ce soir et j'espère que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. Merci beaucoup. Section à ligne, on s'excuse du désagrément, mais j'espère qu'on a pu quand même faire quelques bons apports. Et la prochaine fois, on va parler, je vais poser une question ici au début, parce qu'à cause de coupures, je suis un peu gêné. Les 3 plus grands fournisseurs de ressources du Mali. C'est même bon que je pose la question au Mali. La question s'adresse à tout le monde et une réponse est exigée de tout le monde. S'il vous plaît, on n'a pas bien compris la question, professeur. Les 3, à votre avis, oui. Quels sont les 3 plus grands fournisseurs de ressources au Mali? Les 3 plus grands fournisseurs de ressources au Mali. Jetez-vous à l'eau, ça permet de donner des réponses incorrectes, mais on va étudier ensemble. Les 3 plus grands fournisseurs de ressources, selon vous, au Mali. Qui sont ces 3 acteurs? Les 3 plus grands fournisseurs de ressources au Mali. On a vu les 3 éléments, mécanisme, fournisseurs de ressources et ressources. Et moi, je pose une question après notre échange. Selon vous, quels sont les 3 acteurs principaux qui sont des fournisseurs de ressources au Mali, pour le candidat du Mali? Jetez-vous à l'eau, il n'y a pas de réponse bête. Ministère de Santé. Lance-toi au hasard, ne te fatigue même pas. Merci. Merci. Il y a, dans tes réponses, il y a au moins une très bonne réponse. N'en oublie pas. Félicitations et merci. Lance-toi. Oui. On n'attend pas les réponses. Hein. Il peut s'approcher du micro. Je vais crier à haute réponse les réponses, à haute voix les réponses. La Banque mondiale, FMI, l'État. Merci. Oui. Oui, moi, il y a eu la diaspora. Diaspora. L'État. Les ONG. Ceux qui sont en ligne, j'attends également vos réponses. On vous écoute. Oui, Gavi.
trouver un avocat. Oui. Moi, j'ai dit Gavi, le Gavi. Gavi, Banque mondiale, État. Gavi. Oui. Oui, Gavi. Banque mondiale, l'État. Oui. L'État. Merci. Ensuite, prochaine réponse. Allô? Allô? Oui. Oui. Professeur. Moi, je voudrais savoir comment on est en train, est-ce qu'il faut rentrer dans les détails où on peut dire les organismes internationaux, ou on peut dire, est-ce qu'on peut dire simplement les organismes internationaux, ou il faut rentrer dans les détails plus précis? Ta réponse est bonne. Je prends les organismes internationaux. Voilà, je vais d'abord dire les organismes internationaux, et il y a l'État qui contribue aussi pour une part non négligeable et je dirais également les dons. Les dons. Les dons. Oui. C'est bon, c'est bon. Non. Toutes les réponses sont bonnes. On n'a pas à rectifier. Merci pour vos bonnes réponses. Et dans tes réponses, il y a une réponse qui est à 100% vraie. Merci. Qui se lance encore? Donc, comme je t'ai fait tard, je vais clore ça et donner les bonnes réponses. Okay. Et vous allez voir que ça saute à l'œil. Vous avez donné presque les bonnes réponses. Le premier fournisseur de ressources au Mali, il n'y a pas de doute, c'est l'État malien. Ouais, l'État, bien sûr. Avec un budget de 2300 ou 400 milliards que l'État mobilise pour les salaires, pour les investissements, pour le fonctionnement. C'est le premier fournisseur de ressources au Mali. Et généralement, c'est le cas dans beaucoup de pays africains. Dans les pays industrialisés, l'État n'est pas le premier. C'est le secteur privé. Il y a des entreprises qui pèsent plus lourd que 10 États. Une entreprise peut peser plus lourd que 10. Il y a des entreprises qui pèsent plus lourd que 20 États africains. Il y a des qui pèsent plus lourd que 20 États africains. Une seule entreprise pèse plus lourd que 20 États africains. Donc, pour notre petit gymnastique, le premier fournisseur de ressources au Mali, quand on parlait des CESCOM, l'État va y contribuer. Quand on parle des ponts, l'État va y contribuer. Quand on parle de la sécurité, l'État est là. L'État est là. C'est le premier fournisseur. Le deuxième fournisseur au Mali, c'est en réalité le privé et la diaspora. Voilà. Le privé et la diaspora. Vos études, c'est vous-même les privés. C'est vous-même qui financez. Au grand marché, les métal, c'est vous-même. Dans le village, c'est la diaspora qui finance. Quand tu prends l'ACI, la moitié c'est pour la diaspora. Donc, combien de milliards? Non, ça, je n'ai pas un montant en tête, mais un montant indicatif, ce que la diaspora donne comme investissement au Mali, c'est plus que ce qu'on reçoit comme aide publique au développement. Bien sûr, ouais, ça c'est vrai. Donc, c'est qu'on veut la bonne réponse concernant les noms, organismes internationaux, PTF, ONG, on peut mettre le tout dans le même lot. Donc, les bonnes réponses sont nombreuses. Tout le monde a presque donné Union européenne, c'est un partenaire. FMI, Banque mondiale, je prends en plus comme ça. Il y a un qui a donné diaspora, État, ONG. Quasiment, la bonne réponse figure ici. Diaspora n'est pas dans le bon ordre. Diaspora, État, ONG. L'appellation peut être différente, mais ECO, c'est Organisme international, donc PDF.
Donc, le classement V3, c'est en fait ça. Pour le cas du Mali, ça peut changer pour un pays. Donc, j'ai assez pris de votre temps aujourd'hui. On s'en arrête là. Merci beaucoup. Alors, professeur? Oui? Excusez-moi, je n'ai pas bien saisi le troisième fournisseur. Il s'agit des organismes internationaux ou bien... Qu'on peut appeler également les PTF. Les PTF, oui. Et c'est les PTF qui financent également les ONG. Toutes les grandes ONG que vous verrez, derrière eux, c'est les PTF. Hein. C'est soit la Banque mondiale qui finance, soit c'est l'OMS qui finance, soit c'est le HCR qui finance. Donc, j'ai voulu garder un nom identique, ceux qui ont donné les réponses, organismes internationaux, PTF. Donc, vous prenez ça comme en fait, l'aide publique au développement donnée par les PTF.